Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans La Parole aux Arbitres, la première émission qui donne la parole aux arbitres. Et nous allons avec vous ce soir, vous qui êtes présents avec nous pour débattre, et bien analyser l'actualité de l'arbitrage. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements et beaucoup de choses à dire, notamment cet été, et surtout parce qu'il y a déjà quelques polémiques en Ligue 1 sur lesquelles nous n'avons pas eu le temps de débattre. Donc pour nous accompagner ce soir, j'ai nommé le fameux et l'unique blogueur d'Arbitrez-vous, notre chroniqueur préféré, Eric Virotius. Bonsoir Eric. Bonsoir Ludo, bonsoir à tous. Donc au programme de ce lancement de la deuxième saison de La Parole aux Arbitres, nous allons dans un premier temps laisser la parole à Eric pour analyser ce qu'il y a d'intéressant à voir sur l'actualité de l'arbitrage, avant bien entendu de parler des actions de la troisième journée de Ligue 1 tous ensemble. Alors Eric, je te laisse la parole pour faire le tour de l'actualité. Écoute, l'actualité elle est simple, on va revenir sur les derniers Jeux Olympiques. Avec le bon comportement de Clément Turpin, de Nicolas Danos et de Frédéric Cano qui ont arbitré deux matchs, Nigeria-Japon et Corée-Mexique. Deux matchs qui effectivement ne leur ont pas permis d'aller plus loin, mais ça c'est le jeu je dirais des désignations de la FIFA. Stéphanie Frappard, quant à elle, a arbitré Canada, Australie et Afrique du Sud-Brésil. Une prestation très remarquée d'ailleurs lors de Canada-Australie où elle a arbitré de manière fort agréable. Elle a exclu une Canadienne pour une annulation manifeste de but et vraiment un très bon arbitrage de Stéphanie. Plus récemment, Benoît Bastien a été désigné sur le match amical Espagne-Belgique. Deux grosses équipes pour un match amical et un arbitre français qui monte, donc Benoît Bastien. Et puis ce soir, dans exactement 12 minutes, Clément Turpin arbitrera le match Ukraine-Islande, comptant pour les qualifications européennes pour la Coupe du Monde en Russie en 2018. Et je voulais lui souhaiter. Et puis, alors il est accompagné de Cyril Gringor, de Nicolas Danos et de Rudy Buquet. Je voulais lui souhaiter un bon match, voilà. Et puis, on lui souhaite un bon match. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout pour moi. Pour l'actualité de l'arbitrage stricto sensu au niveau international, c'est le début de la saison, donc la Ligue 1 nous attend, je crois. La Ligue 1 nous attend, exactement. Et puis on aura un petit mot notamment pour tous nos arbitres qui ont officié de manière très intéressante, notamment lors de l'Euro ou des Jeux Olympiques qu'on a pu voir. Donc on va commencer du coup avec l'analyse des actions de la troisième journée de Ligue 1 qui pourrait éventuellement prêter à débat et à interprétation. Donc la première vidéo que je vais lancer d'ici quelques secondes, ça va être une action sur le match entre Marseille et Lorient. On a pu voir notamment l'arbitre du match, Anthony Gauthier, siffler un coup franc pour l'Olympique de Marseille qui aura été détourné par vraisemblablement une main, plus précisément un coude. Donc attention, je lance la vidéo et on regarde. Donc voilà, le fameux coup franc tiré par, si je ne me trompe pas, Rémi Cabella. On voit Anthony Gauthier vraisemblablement plutôt bien placé. L'attaquant marseillais tire le coup franc. Le ballon va en corner, rien à dire, personne ne conteste. Visiblement, la décision semble la bonne, sauf que ce qu'on voit au ralenti, c'est que le défenseur marseillais avait quand même le coude un petit peu décalé. Donc la question qu'on peut éventuellement se poser, est-ce que ça siffle ? Est-ce que après visionnage, après ralenti, il aurait éventuellement fallu accorder un penalty pour les Marseillais ? La question est ouverte, Eric. Quel est ton avis ? Alors effectivement, la question est ouverte, mais on n'en est pas arbitré avec la vidéo, mon cher Ludo. Donc moi je pense simplement que effectivement il y a une main qui détourne le ballon, enfin un bras qui détourne le ballon. À vitesse réelle, je pense que pas grand monde l'a vu.
C'est en voyant les ralentis qu'on se pose la question. Donc voilà, moi, je fais confiance à l'honnêteté de l'arbitre. Et puis effectivement, il est décalé, mais comme tu peux voir, il est décalé en deuxième partie du mur. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas sûr qu'Anthony Gauthier voit entièrement, malgré qu'il soit bien placé, entièrement l'action. Donc voilà, moi je pense qu'il ça va être un discours que je vais tenir certainement à chaque fois. La vidéo c'est bien, mais ça a ses limites, parce que si c'est pour refaire le match en regardant des images, alors effectivement on peut se tromper, comme les joueurs peuvent se tromper en marquant, en tirant à côté, et on leur en veut pas pour ça. Il s'agirait simplement maintenant de se mettre aussi à la place des arbitres et de pas simplement nous rentrer dedans quand on se trompe. Bien sûr, ouais. Pour des actions qui n'en valent pas la peine, quoi. Voilà, on a Florentin Victor qui nous précise que le Lorientais fait tout pour éviter la balle. Si on regarde, oui, on peut avoir cette analyse-là. Je pense que bon, c'est difficile de dire que la main est totalement volontaire. Oui, c'est vrai qu'il se tourne, mais bon, après, ça va. Enfin, les coups francs, ils partent souvent à plus de, je sais pas quelle vitesse il peut être, là, 80, 100 km/h. Ça va vraiment trop vite. Autant ce sont des humains, autant l'arbitre est humain aussi. Je veux pas dire qu'il faut pardonner tout à chaque fois, mais là, franchement, c'est pas une main flagrante. Et puis voilà, je préfère passer à autre chose. Et bien justement, on va donc passer à autre chose après ce premier débat, et on va parler du match entre Nice et Lille, tout simplement. De mémoire, je crois que c'était un match qui était arbitré par monsieur Le Texier, je crois. Je suis pas certain. François Le Texier, oui. Ouais, monsieur Le Texier. Alors j'ai un souci. La vidéo refuse de se lancer. Pourquoi donc ? C'est le premier problème technique de la journée. Premier problème technique de la journée. La vidéo refuse de se lancer. Que va-t-on faire ? Là voilà, elle arrive. Attention, je la lance. Et donc on voit le match. Donc effectivement c'était bien François Le Texier, notre jeune cadet de la Ligue 1. Sur cette action, eh bien, on voit sur une passe un but marqué par Franck Beria, donc le défenseur lillois, visiblement qui nous a fait une belle remontée jusqu'ici. Au ralenti on se rend compte que ça joue peut-être pas grand chose, mais il semble quand même bien que le défenseur lillois soit hors jeu. Alors il est côté opposé à l'assistant sur le terrain, et malheureusement les ralentis confirment que il y a pas de doute possible, le joueur était bien en jeu, on va le voir juste ici. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut en vouloir à l'arbitre pour cette erreur, puisque le but on le sait a été accordé. Bon, malgré tout le résultat du match n'est pas particulièrement à contester compte tenu de sa physionomie. L'arbitrage de François Le Texier n'a pas été mauvais du tout, bien au contraire. Simplement, est-ce qu'il faut râler, j'ai envie de dire, pour ce hors-jeu, oui ou non ? Quel est ton avis, Eric ? Alors, faut jamais râler. Les gens peuvent râler, mais ça ne change rien. Là, effectivement, les images démontrent qu'il y a hors-jeu. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Voilà, faut faire avec. Est-ce que c'était un hors-jeu facile à juger pour l'assistant ? Alors, je pense que c'est le genre de hors-jeu où il y a un magma de joueurs qui sont au centre de la surface de réparation, et que pourtant les assistants sont habitués à bondir, et on voit qu'il est sur la ligne. Alors maintenant, voilà, bon, alors la difficulté, j'y réfléchis maintenant, les arguments me reviennent. Un hors-jeu, ça se juge également à l'oreille. C'est-à-dire qu'en fait, on a au départ, comment voulez-vous voir le départ du ballon sur un truc sur cette action où sa vue est complètement bouchée, il peut pas voir le départ du ballon. Donc ça se juge en fait à l'oreille. Il entend le bruit du botté sur le ballon. Et je pense que là, il n'a pas dû l'entendre, donc il a considéré que le joueur était parti de derrière. Bon, les images lui donnent tort. Bon, voilà, quoi. C'est pas que ça soit un but sur un match de coupe, une finale de Coupe de France ou autre chose. C'est la même chose. Hein. On est que des humains, les gars. On est que des humains. Oui, donc fort heureusement, l'enjeu n'était pas
le plus important de la saison pour les Niçois, on va dire ça comme ça. Et bon, malgré tout, la position du défenseur lillois, masquée par une multitude de joueurs entre l'arbitre assistant et le joueur tout simplement. Je reviens sur la façon dont les assistants essayent de voir le départ du ballon lorsqu'il n'y arrive pas, c'est à l'oreille. Et effectivement, dans un stade de Ligue 1, entendre une reprise comme l'a fait pas le Niçois, aide-moi. C'est un Lillois. Un Lillois, comme l'appelle le Lillois. Oui, parce que j'avais un doute. Comme l'appelle le Lillois, il peut pas s'il ne l'entend pas, il est pris par le jeu, quoi. C'est tout simple. Hein. Bien sûr, ok. Mais on va pas s'attarder plus sur cette action. Du coup, on va passer à l'action suivante. Donc l'action suivante, je vais lancer la vidéo. Donc la troisième action, ça concernait le match entre Montpellier et Rennes. Donc je vais lancer la vidéo tout de suite. Donc on peut voir un attaquant rennais, breton, effectuer une action, une passe dans la surface. Rennes, c'est bien en Bretagne, je te le confirme. Exactement, oui. Et donc on voit Benoît Millot laisser le jeu se poursuivre. L'attaquant rennais a effectué sa frappe. Et on voit un défenseur montpelliérain en retard, malheureusement, qui vient faucher tout simplement le botteur. Alors est-ce qu'il a gêné l'attaquant au moment de sa frappe ? C'est difficile à dire, même avec les ralentis. Est-ce que là-dessus, on aurait dû siffler penalty ? Là encore, je suis sceptique. Quel est ton avis à toi, Eric, là-dessus ? Alors, mon avis est simple, hein, c'est que le joueur arrive pour tacler le défenseur, enfin tacler le ballon, pardon. Mais entre-temps, l'attaquant lance le ballon. Et tu vois, comme on peut le voir là, il lance le ballon et donc il est plus en possession du ballon lorsqu'il est disons accroché, parce qu'il est pas taclé puisque le joueur reste debout quand il est accroché. Alors siffler un penalty dans ces conditions, pourquoi pas, mais Benoît Millot est à moins de 10 mètres, il juge à l'instant T qu'il n'y a pas de penalty. Moi, je lui fais confiance. Tu lui fais confiance, ouais. Moi, je te rejoins un peu là-dessus. Déjà, en plus, on peut voir qu'il accorde un avantage déjà sur l'action. Ouais. Première chose, Benoît Millot qui est pas trop mal vu, même très bien vu, on va dire. Et pour le coup, là-dessus, sincèrement, le défenseur arrive en retard, mais c'est pas scandaleux. Il n'arrive pas les deux pieds en l'air. Il fauche pas le joueur avec non plus 3 secondes de retard. Pour moi, ça mérite pas penalty là-dessus. Mais bon, je conçois qu'on puisse avoir un avis différent là-dessus, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, sur cette action. Alors, on va passer à la 4e action. Pour le coup. On a des supporters qui réagissent. On a des supporters qui réagissent, oui. Alors, on a Pietro Milan qui, lui, trouve justement difficilement défendable de ne pas siffler là-dessus. Surtout qu'il est bien placé. C'est un avis, il se respecte. Oui, tout à fait, oui. Il se respecte, ça peut siffler, mais malgré tout, moi, personnellement, je trouve que ça aurait été dur. Ça aurait été dur, mais ça se siffle tout à fait, en effet, c'est vrai. Alors, on va passer à l'action suivante. C'était un match auquel il y a eu pas mal d'actions intéressantes au niveau arbitrage. C'était le match entre Dijon et Lyon. Et sur ce match, on peut voir le dernier défenseur lyonnais, Nkoulou, en provenance de Marseille, justement, fauché tout simplement en tant que dernier défenseur. L'attaquant dijonnais est écopé, on va dire, seulement d'un carton jaune de la part de Johan Hamel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a encore quelques mois, effectivement, cette action aurait valu, et c'est certain à coup sûr, systématiquement un carton rouge. Maintenant, les choses ont changé. Donc, Eric, est-ce que tu peux nous éclaircir, nous expliquer en quoi cette décision de Johan Hamel est bonne ou mauvaise ? Alors, j'ai décortiqué l'action, j'ai tout regardé. Alors, d'abord, à considérer que la faute n'est pas une faute grossière. Johan Hamel a parfaitement appliqué la nouvelle règle qui veut que les fautes commises dans la surface de réparation, en ce qui concerne le joueur là, le défenseur,
ne cherche qu'à jouer le ballon. Alors effectivement, il arrache un peu de tout, mais bon, il y a pas de geste dangereux. La preuve, c'est que le défenseur, c'est comment dire, c'est pas l'attaquant, s'est relevé tout de suite et il a été placé. Il est pas resté au sol, il n'a pas été blessé. Bon, ça c'est pas une excuse, mais la décision de Johan Hamel est la bonne. Pourquoi? Puisque depuis cette année, toutes les fautes commises à l'extérieur de la surface de réparation, avant d'arriver sur la faute à l'intérieur, seront comme l'année dernière, c'est-à-dire à partir du moment où il y a annulation d'une occasion manifeste de but, soit pour un poussé, un tirage de maillot ou un tenu de maillot, seront sanctionnés d'un carton rouge et d'un coup franc direct. La même chose dans la surface de réparation, à partir du moment où le joueur ne joue pas le ballon, c'est également carton rouge. Par contre, pour toutes les fautes où le joueur cherche à se rendre maître du ballon, et là on voit bien le bleu qui essaie quand même de jouer le ballon, la faute, puisque la triple peine est supprimée, eh bien, ça sera carton jaune et penalty. Donc en fait, voilà. D'ailleurs, à ce propos, la DTA a émis a fait en sorte que les arbitres soient bien informés des choses, puisqu'il y a eu des vidéos qui ont été mises à disposition des arbitres pendant les stages de rentrée, où cet exemple est repris, pas celui-là en particulier, mais cet exemple est repris. Donc ce qu'il faut retenir, c'est faute dans la surface de réparation, les tenues poussées et arrachage de maillot, ça n'a pas changé. Pour tout ce qui est à l'extérieur de la surface de réparation, ça n'a pas changé. Par contre, quand on cherche à jouer le ballon, et simplement le ballon, il n'y a plus de carton rouge, c'est carton jaune. Et oui, tout à fait. Johan Hamel a bien réagi. D'accord, parce qu'on a Pietro Milan qui nous précise justement qu'il a du mal un petit peu avec cette décision, parce qu'il estime que le tacle est volontaire. Par derrière en soi, on peut comprendre, mais je pense que là il veut en venir, c'est que lui voit peut-être plus une faute grossière plutôt qu'une simple faute. Alors le troisième volet de mon argumentation, c'est que sur cette faute-là en particulier, sur ces fautes-là, je cherche ou pas à jouer le ballon, c'est uniquement, d'ailleurs Joël Quignon en a fait un article il y a récemment, c'est uniquement l'appréciation de l'arbitre qui prévaut. Bien sûr. Alors il y a 40 000 spectateurs, il y a 10 millions de téléspectateurs, il y a 40 000 arbitres, 10 millions d'arbitres, mais il y a que l'arbitre qui prend sa décision. Lui il juge au moment T, au moment du match, dans la situation où il est, à l'endroit, à la position où il est, qu'il n'y a pas matière à mettre un carton rouge. Et à un moment donné, il va falloir que les gens ils apprennent aussi à respecter ça. Pour mettre un peu en perspective, il faut demander à Pietro Milan si l'action s'effectue au milieu de terrain ou dans le camp dijonnais, en défense. Est-ce qu'Nkoulou prend un rouge? C'est ça la question. Parce que là, on peut voir une faute grossière, la vision est amplifiée par le fait que c'est le dernier défenseur. Non, mais la vision est amplifiée là par l'image, puisqu'en plus, on voit qu'il y a un pied de Nkoulou qui rebondit au sol et donc qui s'étend vers le défenseur sans avoir obligatoirement le regard. Toi, comme il tombe par terre, il a son pied qui se détend, il ne cherche absolument pas à blesser le joueur, uniquement à jouer le ballon. Donc effectivement, mais la faute est par derrière. Voilà. Bon, écoute, elle est par derrière, mais bon, voilà. Ouais, donc on va conclure un petit peu en disant que la seule raison pour laquelle Johan Hamel aurait pu mettre un carton rouge, c'était d'estimer qu'il y avait une faute grossière sur cette action, ce qui n'a pas du tout été le cas de Johan Hamel, et qui visiblement n'est pas notre cas non plus. Voilà. Tout simplement. Donc on va passer à la dernière vidéo qui concerne toujours le même match, donc Dijon-Lyon, où on va voir le troisième but dijonnais de mémoire, ou peut-être le quatrième, entaché éventuellement d'une position de hors-jeu. Le but a été accordé, donc on voit sur ce corner un joueur dijonnais reprendre le ballon et marquer tout simplement. Donc le joueur dijonnais qui frappe n'est absolument pas hors-jeu. Maintenant, si on décortique un petit peu le ralenti, on va constater qu'il y a quand même quelque chose qui va pas, c'est qu'on a 3 joueurs devant le gardien. Sur ces 3, il y en a au moins un qui est hors jeu, et c'est justement cet attaquant-là qui essaie de jouer le ballon tout simplement. Alors il le rate, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il a fait action de jeu et qu'il a empêché le gardien d'aller chercher la balle?
C'est difficile à dire, voilà, on n'est pas visionnaire. Maintenant, les images nous permettent d'avoir une analyse que ne peut pas avoir et l'assistant et l'arbitre central. Et est-ce que là-dessus il y a hors-jeu, tout simplement, Eric, pour toi? Bah écoute, les images parlent d'elles-mêmes. Il y a effectivement, alors, il y a deux positions de hors-jeu. Maintenant, c'est à l'assistant et à l'arbitre de prendre alors encore une fois, il va falloir respecter ça, de prendre leur décision, sachant que, pour savoir si les deux joueurs et celui qui rate le ballon en dernier interfèrent dans la vision du gardien, gênent le gardien et dans ce cas-là doivent être sanctionnés d'un hors-jeu. Alors, concernant l'arbitre assistant, c'est quand même dur pour lui de la position d'où il est, de juger d'une interférence. Il y a 20 joueurs dans la surface, c'est vrai que c'est pas... Et la position de l'arbitre qui est dans la surface de réparation à 15 mètres de l'action, l'arbitre, il va quand même pas prendre il pourrait effectivement donner un hors-jeu, mais il va pas lever hors-jeu alors que son assistant n'a pas levé. Ça serait non plus bon. Après, il pourrait. S'il le fait en tout cas, bravo à lui, parce qu'il faut le voir. Là. Oui, là, il faut le voir. Mais est-ce que vraiment, alors voilà, c'est la question de l'interférence. L'interférence, c'est la question du jugé, de l'arbitre assistant et du jugé de l'arbitre. Voilà. Maintenant, c'est une question d'interprétation. Il y a beaucoup de règles. Mais ça c'est marrant, il y a que au foot où l'interprétation de l'arbitre pose d'autant de polémiques parce que c'est un sport populaire où il y a beaucoup de rancœur, de rancœur envers l'arbitre et il y a d'autres sports où ça ne se pose, ce genre de questions ne se pose pas maintenant. Moi, je pense que les arbitres font leur boulot, l'assistant ne lève pas, l'arbitre va pas prendre la responsabilité de siffler un hors-jeu, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est très très difficile en tout cas à ce moment-là. Alors par contre, si le 1 des rouges, si le dernier rouge touche le ballon, là je suis sûr que l'assistant lève. Bien sûr. Mais comme il ne voit personne toucher le ballon, qu'est-ce que tu veux qu'il lève? Exactement, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. L'émission risque de se clôturer là-dessus, sauf si éventuellement on retrouve des questions dans le chat. J'avais Florentin Victor qui nous disait qu'il avait une question à nous poser. Donc s'il veut le faire, écoute, on va lui laisser une petite quinzaine de secondes. Et sinon, on va se quitter là-dessus tout simplement. Moi, écoute, Eric, j'étais ravi de relancer cette émission avec toi ce soir. Et bien si tu es toujours au rendez-vous, on risque fort de recommencer ça toutes les semaines finalement. Bah écoute, pourquoi pas, moi c'est un vrai plaisir. Bien de même. Ce fut un vrai plaisir. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va rester là-dessus. Alors Florentin, non, il ne pose pas de questions, Florentin. Florentin ne pose pas de questions, donc on va vous laisser ici, on va vous abandonner. Et puis écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée, un bon match pour ce soir éventuellement. Et puis à la semaine prochaine. Bonne soirée, à bientôt, au revoir. Au revoir tout le monde.